Même lui ne savait pas qu'il avait gagné. Et le public a découvert que c'était lui le grand vainqueur au moment où le bateau est sorti de la brune, il a franchi les navets la première fois. Donc ça aujourd'hui c'est quelque chose qui a complètement changé parce que il y a des systèmes de positionnement sur les bateaux, il y a des balises, le public peut suivre parfaitement la course grâce au site internet. Et maintenant on peut les suivre en direct aussi. Oui, donc et c'est ça quelque part le public a à la fois gagné et à la fois un petit peu perdu parce que il n'y a plus le côté suspense, surprise. Et puis je pense que si on sait tout, on a moins la place à l'imaginaire que ce qu'il pouvait y avoir avant. Parce qu'avant, il y avait quand même... tout le monde se demandait mais qu'est-ce qui peut bien se passer sur le bateau. C'est pour ça que nous, on ne dira pas forcément trop pendant la course. Pour laisser les gens un peu imaginer ce qui peut se passer à bord de campagne de France. Laisser l'imagination aussi. Par contre, cette information, ça a aussi beaucoup changé les choses pour les concurrents eux-mêmes. Parce qu'autrefois, quand il n'y avait que la radio BLU, il y avait cette particularité, c'était des ondes hertziennes. Donc déjà, c'était assez compliqué pour avoir la Terre, parce qu'il fallait appeler un centre radio comme Saint-Lys Radio, à côté de Toulouse, ou Portiched, en Angleterre. Il fallait vite essayer d'arriver à avoir son tour, réserver son tour. Et si on passait, si malheureusement on passait derrière un gros bateau de croisière, comme le Mermoz et tout, avec tous les passagers qui voulaient téléphoner, il fallait rester 1 heure ou 2 heures en stand-by à la BLU avant d'avoir son tour. Et puis quand on avait son tour, si on n'avait pas perdu entre-temps la communication, parce que les ondes hertziennes ne passaient pas très bien, c'était pas du tout comme les téléphones satellites. À ce moment-là, on pouvait communiquer avec le PC à terre, et puis on racontait ce qui se passait. Mais on avait aussi la possibilité, par la même occasion, la caractéristique des ondes hertziennes, c'est que tout le monde entendait tout le monde. Donc nous, quand on était concurrents, on était absolument en première loge pour suivre la course. On était, et on se connaissait tous entre nous, donc on savait parfaitement, on entendait la voix de nos amis concurrents. Comme on les connaissait, on savait ceux qui bluffaient, on savait ceux qui avaient le moral, ceux qui n'avaient pas le moral, mais disons que nous, concurrents, on était au cœur de la course, on était complètement dans la course. Et sans qu'on puisse communiquer facilement entre nous, le fait de connaître les histoires de chacun, ça tissait des liens absolument extraordinaires. Et on a un petit peu perdu cet aspect-là avec les moyens modernes de communication, parce que le téléphone satellite, c'est vous appelez assez facilement la Terre, même encore pire, la Terre vous appelle. Ce qui est très drôle. Quand, moi je sais que la première fois que le téléphone a sonné dans le bateau, j'ai trouvé ça complètement incongru. Je n'ai pas du tout la course au large pour naviguer dans une cabine téléphonique ou un standard. D'ailleurs, je pense que sur les trois, il faudrait quasiment avoir une secrétaire pour répondre au téléphone. Et vous décrochez votre téléphone, et après vous êtes en communication avec la Terre, mais les autres bateaux ne vous entendent pas du tout. Donc, on est complètement coupé des autres bateaux. Et on ne sait rien, on sait plus, on n'a plus l'histoire en direct. Et alors qu'on est sur l'eau, et parfois il y a un bateau qui arrive seulement quelques milles de nous. Et puis à côté de ça, le banquier ou autre, n'importe quel Pékin assis derrière son ordinateur dans son bureau, il suit la course en direct, il entend tous les sons radio, il voit les traces de tous les concurrents. Et il en sait beaucoup plus que nous sur la course. Et quelque part, c'est un peu frustrant, c'est très difficile parce qu'on est des acteurs quasiment aveugles d'un événement. Et là, je crois qu'on a beaucoup perdu. Je pense que les prochaines grosses évolutions technologiques, ce serait absolument génial de faire en sorte que les liaisons, que les bateaux avec les PC courses, les autres bateaux puissent le recevoir, parce que ça nous permettrait d'être beaucoup plus proches les uns des autres. Alors que là, on fait les courses sans connaître les histoires on marche, on fait marcher les bars, comme ça à l'arrivée, ou à l'arrivée, on raconte ce qui s'est passé. Tout à fait, mais ça permettrait aussi de développer des liens, de créer une certaine solidarité et peut-être une motivation de savoir où notre concurrent est rendu aussi. Nous, on arrive à savoir où est-ce qu'il est rendu parce que les positions des bateaux, on est quand même, disons que les organisateurs ne poussent quand même pas le vice jusqu'à avoir toutes les positions sans nous les donner. Donc là, c'est pareil, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup progressé en 30 ans, c'est que
c'est tout l'aspect navigation. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de moyens satellites, je ne parle même pas de lecteur de cartes, on avait des cartes papier, on naviguait avec le sextant, le compas, le loc, et l'essentiel du travail du navigateur, c'était de savoir où on était. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il s'agit de savoir où est-ce qu'on va. Sachant que c'est relativement facile de savoir où on est. Il suffit de regarder le GPS. Et même, c'est même plus le GPS qu'on regarde maintenant, parce que la position du GPS est interfacée avec le logiciel de navigation, et on a directement notre position sur l'écran de l'ordinateur, notre carte, notre suivi. Et à chaque position, on a programmé notre ordinateur de façon à recevoir aussi toutes les positions de tous les autres bateaux qui apparaissent sur l'écran. Et on a devant nous, la bataille fait rage sur l'eau, mais on a une espèce de jeu virtuel sur notre écran, où on fait une espèce de régate virtuelle contre les autres concurrents qui apparaissent tous sur notre écran. Et c'est une grande partie de l'échec qui commence, parce qu'on dit tiens, un tel il est là, nous on est là, la météo ça risque d'être ça. Donc ça devient très tactique. Ça a complètement changé aussi, parce qu'il y a 30 ans, on avait déjà du mal à savoir où on était. Et on savait encore moins où étaient les autres. On n'avait aucune idée où pouvaient être vraiment les autres bateaux. Donc on faisait sa course, alors que maintenant, on fait sa course, mais on a fait beaucoup aussi en fonction des autres bateaux pour essayer de les contrôler ou de les rattraper s'ils sont grands ou les marquer. Et les courses d'un aspect, disons, de stratégique sont de plus en plus devenues tactiques. Stratégiques, c'est-à-dire qu'avant, on avait sa météo, on bâtissait sa route en fonction de la météo, en fonction des options qui paraissaient bonnes. Alors que maintenant, les courses deviennent beaucoup plus tactiques, c'est-à-dire qu'on essaye beaucoup plus de se positionner par rapport aux autres bateaux. Et en plus de ça, comme le niveau monte énormément, force est de constater que la flotte a souvent raison. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas que des idiots sur les autres bateaux. Donc en général, il est assez fréquent de voir que les options sont relativement similaires, ou alors du moins qu'il y a des groupes d'options, des paquets d'options. Heureusement, il y en a encore, hein, tout le monde n'est pas exactement sur la même route, mais tout ça fait que les courses sont quand même quelque part beaucoup plus serrées qu'avant. En 2008, vous avez remporté la Transat Québec-Saint-Malo. Quel type de bateau aviez-vous à ce moment-là? Eh bien, on était en classe 40, comme cette fois-ci, parce qu'en fait, la Transat Québec-Saint-Malo, l'intérêt de la compétition est essentiellement en classe 40, dans les jours où c'est là, il y a le plus de bateaux, le plus de niveaux et le plus de compétition. Donc, on avait un Pogo 40S, c'est-à-dire c'était un bateau qui est assez proche de celui qu'on a aujourd'hui, parce qu'en classe 40, la jauge fait qu'il y a des évolutions par toutes petites touches. Il n'y a pas de révolution d'une année sur l'autre. Donc là, on a un coq qui est un petit peu différent, mais c'est quasiment le même gréement que ce qu'on avait il y a 4 ans, la même structure, les mêmes chantiers. C'est assez proche. On a juste essayé de faire un tout petit peu mieux au niveau des formes de coque, mais je pense que notre bateau il y a 4 ans, si Nico Wael serait pas du tout complètement largué. Donc, comment on entreprend la prochaine transat dont le départ sera donné dimanche prochain, sachant que nous sommes le gagnant 2008, est-ce qu'on entrevoit comment le prochain départ? Non, on n'est plus en 2008, on est en 2012. Hein. Ah oui? Donc, 2008, c'est une histoire ancienne, ce sont des bons souvenirs, mais là... Et en 2008, vous avez manqué de vent au départ, et vous avez manqué de vent pendant une longue période. Oui, mais c'était pour... théoriquement, c'était pour qu'on admire un peu plus le Saint-Laurent, mais malheureusement, il n'y avait pas de vent et de la brume. Donc c'était un peu frustrant d'être aussi longtemps dans cet endroit-là et de ne rien voir. C'est d'ailleurs l'endroit par-ci, pour ça qu'on est connu, parce qu'il fallait quand même qu'on voit quelque chose. Non, le fait d'avoir gagné en 2008, nous sommes extrêmement modestes. D'abord, je pense que cette année, en 2012, le niveau est plus homogène et plus élevé. Et il y a beaucoup de bateaux qui ont le potentiel de gagner en classe 40. On peut presque citer tous les inscrits et beaucoup de bateaux ont énormément de chance. Ça va être assez passionnant. Donc 26 bateaux, ça promet d'être un beau départ, d'avoir un beau suspense. On va essayer de garder le suspense et voir le fil d'arrivée. 30 ans d'évolution, 30 ans de carrière, M. Nabir.
Est-ce qu'il y avait une place pour les femmes dans la transat ou dans la course au large il y a 30 ans? Je pense qu'il y a toujours eu plus ou moins une place pour les femmes. Tout le monde ne le savait pas forcément. Mais par exemple, la directrice de course, Sylvie Vian, elle a couru dans les premières courses autour du monde. La voile est un sport qui est... c'est le seul sport, je crois, où les femmes et les hommes peuvent courir à armes égales. Complètement. Je dirais armes égales, mais légèrement différentes. En tout cas, il y a beaucoup de femmes qui ont fait des belles performances. Tout le monde se souvient de la victoire de Florence Artaud du Rhum. Et il y a pas mal, je crois qu'il y a pas mal de femmes quelques femmes sur la course. Miranda Meron, qui est course-keeper du bateau compagne de France avec moi, qui est une femme. Ça fait longtemps qu'elle fait de la course au large, elle a un beau palmarès. Et il faut leur demander elle-même. Enfin, je crois qu'elle navigue peut-être un peu différemment de nous et c'est pas un désavantage. Dans quel sens Dans quel sens, c'est que les hommes, théoriquement, en tout cas les jeunes, moi ça fait longtemps que c'est plus le cas, mais comptent énormément sur leur force physique, généralement ça va le faire. Et les hommes ont souvent tendance à forcer avant de réfléchir.